Il s'est passé bien des choses depuis que nous avons travaillé ensemble, Jeremiah Johnson. C'est la première fois, à ma souvenance, que je me sois assis avec quelqu'un qui avait été mon scénariste et qui est maintenant réalisateur pour parler d'un film que nous avons tourné ensemble. Saviez-vous, quand nous faisions Jeremiah, que vous seriez réalisateur? Y aviez-vous songé? Oui, en tout cas, je l'espérais. J'ai toujours voulu faire de la réalisation, et cela bien avant de devenir scénariste. Je me souviens que la première chose qui m'a poussé à devenir réalisateur, c'était d'avoir vu les films de John Ford quand j'étais jeune, et de savoir qui les avait faits. De voir à la télévision un film où c'était écrit « réalisateur John Ford », déjà, je savais que c'était comme un livre qu'il me fallait lire ou une œuvre à voir. Je savais de quoi il aurait l'air. De toutes les choses que j'ai faites, écrites ou réalisées, il n'y a que deux films dont je sois vraiment fier, celui-là et The Wind and the Lion. Ce sont les deux seuls que si on me disait « montrez-nous ce que vous avez fait », je montrerais ces deux-là. Et, chose assez étrange, ce sont les seuls films qui, selon moi, expriment authentiquement ce que je voulais vraiment faire. Et puisque l'un a été réalisé par quelqu'un d'autre, c'est un compliment pour vous. Trouvez-vous que vous changez, que vous êtes en train de changer maintenant que vous avez réalisé quoi, 3 films? Oui, oui. Trouvez-vous que votre point de vue change? J'ai l'impression que oui, entre le moment où je vous ai connu et celui où je vous parle. Oh oui, oh oui. Je ne suis plus en colère maintenant. Autrefois, j'essayais de faire des choses un peu pour prouver que je pouvais les faire. Et voilà que je reviens aux idées de fond qui m'ont amené au cinéma. Comme quand j'ai tourné Dillinger, je voulais voir si je pouvais réaliser. Ce n'était pas là un sujet que j'aurais choisi de mon propre chef. C'était une chance de faire de la réalisation. Les échanges de coups de feu, là-dedans, je voulais voir si je pouvais filmer ce genre de scène aussi bien que n'importe qui. Je n'ai plus besoin de bagarres avec des armes à feu dans mes films aujourd'hui. Que pensez-vous de Any Wednesday, le film que vous venez de... Non, je veux dire Big Wednesday. Il me plaît beaucoup puisque c'est un risque. Je ne sais pas s'il est bon ou non, mais je pense vraiment qu'on ne fait vraiment quelque chose de bon que lorsqu'on a peur d'être allé trop loin. Et que peut-être on est un peu gêné à la pensée d'avoir risqué quelque chose, d'avoir trop misé. C'est un film très personnel que j'ai peut-être même rendu plus personnel que je ne devais le faire. Personnel d'un point de vue autobiographique ou par rapport à ce qui vous tient à cœur? Par rapport à mes valeurs à moi, en effet, tout le monde dira c'est autobiographique puisque vous avez fait du surfing et qu'il s'agit de surfing. Ou encore, vous avez grandi à cette époque justement sur une plage. Et patati et patata. Mais quand vous faites une chose du genre, tout change tellement. Si vous insérez dans vos films des passages de votre vie, vous dites « c'est inspiré d'une idée que j'ai eue », mais ce ne l'est pas du tout. Vous ne voulez jamais illustrer votre propre vie parce qu'elle n'est jamais celle qui aurait pu être. Alors j'ai rendu ça beaucoup plus beau que ma propre vie ne le sera jamais. Avez-vous noté une différence majeure entre travailler en soignant les égos des vedettes et de ne pas avoir à se préoccuper de l'ego des vedettes? Eh bien, je ne sais guère comment m'y prendre. J'ai toujours admiré votre ténacité lorsqu'il s'agit des vedettes. Vous vous en tirez bien. Moi, je n'y arrive pas. Je ne suis pas très féru des vedettes du cinéma. Un des traits de mon film, je ne pense pas qu'une vedette ait pu faire les choses qui sont exigées des comédiens. Je pensais à ça hier, à ce qu'on a exigé d'eux. L'un des acteurs a dû modifier sa conformation physique, se mettre à l'entraînement pendant 6 mois et changer complètement d'apparence. Au début, lors de son choix, Gary Busey avait l'air d'un hippie grassouillet. Il a maintenant l'allure d'un Sylvester Stallone, voire en mieux. Non seulement a-t-il dû se donner l'aspect physique d'un adepte du surfing, je lui disais, tu auras 30 pieds de haut à l'écran et le torse nu, mais il a dû s'entraîner pour survivre dans l'eau. C'est un problème intéressant, toute cette histoire de travailler avec des vedettes ou sans vedettes.
Je me suis toujours demandé comment vous faites. Et comme disait un jour George Lucas, jamais je ne travaillerai avec une vedette de cinéma. Et il ne l'a jamais fait, alors que Coppola a toujours travaillé avec des vedettes, et vous aussi d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours fini par... j'essaie d'analyser pourquoi. J'ai l'impression qu'une partie de la raison, c'est que la plupart de mes films se fondent sur... prenez Jeremiah Johnson, par exemple. Il y a dans ce personnage une qualité charismatique qui exige presque une présence, un authentique charisme de la part de l'interprète lui-même. J'aurais probablement pu trouver un autre acteur, un très très bon comédien, mais ce n'aurait pas tout à fait la même chose que si Redford le faisait. C'est bizarre, mais il y a de ces cas... J'en conviens. Entre nous, cependant, avoir affaire à Redford, ce n'est pas avoir affaire à la vedette de cinéma type. C'est un bon zig, il ne rouspète pas, ne fait pas de crise de vedette. Voilà un film où j'ai pu l'admirer pour la même chose. Il a dû faire un tas de choses qu'un acteur ne ferait normalement pas. Le froid, être pris avec tous ses chevaux, ce genre de choses. Les ruisseaux d'eau glacée, quoi encore? Oui, et reprendre plusieurs fois la scène et se trouver en péril. Vous, avez-vous eu des ennuis avec les vedettes du cinéma? Eh bien, cela dépend de ce qu'on entend par ennui. C'est beaucoup plus difficile. Vous n'avez pas à mentionner de nom. Contez une anecdote. C'est plus difficile, je pense. Mais je n'ai pas d'éléments de comparaison. Je n'imagine pas ce que c'est que de ne pas avoir affaire à ces tempéraments. Les vedettes sont très exigeantes. Si vous travaillez avec une grande vedette, il n'est pas possible de ne pas inclure leurs besoins, leurs exigences dans le travail de la journée. Mais je crois que je m'y suis tellement habitué que cela me paraît pas tellement plus difficile qu'autre chose. J'aimerais faire un film sans vedette pour voir si, effectivement, c'est plus facile. Certains, bien sûr, sont moins malcommodes que d'autres. Redford en est un. Redford est un type qui a une perspective de la vie plus large que la plupart des acteurs. Donc, il a une vue beaucoup plus réaliste. Une chose avec les acteurs, il me faut y croire, sinon j'aurais gaspillé 10, 12 années dans la réalisation, c'est qu'on en retire quelque chose. Vous serez tombé sur les meilleurs. On en retire quelque chose des vedettes, mis à part le seul bénéfice commercial, quoique la raison pour laquelle j'ai fini par travailler avec des vedettes, c'est un peu parce que j'ai débuté dans des films de studio hollywoodiens très structurés, où il y avait des vedettes, et je m'y suis conditionné. En lisant un script, vous vous dites qui distribuer dans tel rôle et qui dans l'autre. Et vous vous rongez les ongles, c'est ainsi que vous pensez. C'est vraiment le cauchemar. Parce qu'en réalité, tous les réalisateurs ont mentalement leur conception du film qui leur est assez difficile de faire réaliser, à commencer par les techniciens. Il faut faire partager son point de vue au caméraman, inciter le compositeur à écrire la musique qu'il juge appropriée à ce qu'il fait, et par-dessus tous ces problèmes et les délais prévus et tout le reste, d'avoir à tenir compte de l'ego d'un acteur. C'est difficile. Mais j'ai toujours pensé qu'en dernière analyse, je ne vois pas quel film j'ai fait où, vraiment, j'aurais échangé mes acteurs pour d'autres. Je n'en vois aucun. Sinon, les gens que j'avais dans Horses, par exemple, ou dans Jeremiah Johnson, ou The Way We Were. Barbara Streisand a la réputation d'être chichiteuse. Je ne puis imaginer que ce film n'ait jamais pu marcher sans elle. Qui metteriez-vous? Qui d'autre, sauf elle, peut jouer ce rôle? Redford était très important dans ce film-là. Tous les deux l'étaient. Tous les deux, c'est ce que j'ai dit. Je n'aurais remplacé ni l'un ni l'autre par quelqu'un d'autre. Alors, en un sens, je n'ai vraiment pas de choix. Mais vous, ça ne nous intéresse aucunement de faire un film avec une vedette. J'aimerais travailler avec Bob De Niro et j'ai toujours voulu travailler avec Clint Eastwood. J'ai écrit des trucs pour Eastwood et j'ai toujours voulu lui faire des choses qui l'amèneraient à se dépasser. Mais il a l'air de vouloir tourner des films à sa façon à lui.
Il fait aussi de la réalisation, je pense. J'ai toujours voulu, je sentais qu'il y avait quelque chose que Clint Eastwood a, comme vous dites, une présence dans tout ce qu'il fait. Il est là, debout, Oui, exactement. et j'ai toujours voulu. J'avais mes idées à moi sur ce que je voulais tirer de cette présence, et je ne suis pas sûr que c'est ce qu'il veuille en faire, lui. Alors je ne sais pas si je pourrais. Une des choses que constate un réalisateur, et nous avons tous eu de la chance à cet égard, je pense, est l'intérêt qu'offre la recherche qui précède un film. C'est presque de l'éducation perpétuelle. Pour ma part, je n'ai pas de diplôme, j'ai toujours souffert de ce manque de scolarité. Mais en un sens, j'ai compris que chaque film est comme un cours dans une discipline spéciale. Dans Jeremiah Johnson, par exemple, j'ai dû me plonger dans l'histoire du début des États-Unis, apprendre des choses que je ne savais pas, ce que faisaient les chasseurs et les trappeurs, combien se vendait une peau de castor, comment fabriquer un piège, comment ces gens vivaient, comment ils se gardaient au chaud l'hiver. Vous venez d'en faire autant avec Big Wednesday, n'est-ce pas? Je pense que c'est un domaine que vous connaissiez bien auparavant. Oui, j'avais fait du surfing. J'ai vécu 10 ou 11 ans de ma vie à ne presque rien faire d'autre. Je crois en avoir fait tous les jours de ma vie. Je suis allé à North Shore et à Hawaï. C'était un pèlerinage qu'il fallait faire. Braver les grandes vagues et tout, et tout, et tout. Alors, quand j'y suis revenu, c'était très intéressant parce que c'était retourner à ma jeunesse et faire un tas de découvertes intéressantes. Que ma jeunesse n'était pas ce que je croyais. Et puis j'ai découvert que le surfing d'aujourd'hui se pratique mieux. Nous nous pensions très fort à l'époque, mais ce n'était qu'un début. Les types aujourd'hui sont vraiment... Avez-vous découvert ces choses tout en faisant des recherches? Non, pas pendant que je tournais mon film, car j'avais les meilleurs surfistes du monde quand j'ai réalisé ce film-là. Eh bien entendu, ma compétence en surfing s'est améliorée. Mais comment faisiez-vous? Tourniez-vous d'un surfboard ou d'un hélicoptère? D'où tourniez-vous? Non, nous tournions dans l'eau toujours. Toutes les séquences dans l'eau, même dans les grandes vagues dangereuses, ont été tournées dans l'eau. Sur des plateformes stables. Eh bien, nous avions une caméra flottante, et parfois on mettait la caméra sur un surfboard, et pendant une seconde ou deux, nous entrions dans la zone du choc. Mais les opérateurs, avez-vous engagé des opérateurs ayant une formation spécialisée? Oui, nous avions des spécialistes qui avaient surtout fait de la photo avec des petits appareils pour pouvoir passer sous les vagues. Ils alimentaient les revues de surfing. Alors, nous leur avons enseigné à tourner avec une caméra. Les caméras, elles, étaient exceptionnellement robustes parce qu'après chaque rideau, même avec de petites vagues, c'était dur. Quand je dis petites vagues, je parle de 6 pieds environ. Nous avons perfectionné la technique en cours de route et quand nous avons affronté les vagues de 15 et 18 pieds, nous savions quoi faire. Mais là, c'était autre chose. Envoyer des acteurs là-dedans, dans des vagues de 15 à 18 pieds, c'était quelque chose. J'imagine. Avait-il des ceintures? Il ne pouvait pas... Enfin... Non, il n'avait rien. De toute manière, il devait tourner dans dessous des surfboards. Alors, personne n'a été blessé. Nous avons tous eu des moments où nous croyions ne pas refaire surface, mais tout s'est bien passé. Tout a été tourné à Hawaï? Non, mais presque. Les séquences avec petites vagues ici et les scènes à grosses vagues à Hawaï. C'est un problème technique intéressant. C'était incroyablement frustrant que de tourner dans l'eau. Les problèmes qu'on a eus avec Jaws, où l'on filmait de bateau à bateau, étaient déjà suffisants. Mais quand vous êtes dans l'eau et que vous essayez d'enregistrer le son et que le bateau qui porte le matériel sonore ne peut pas s'approcher d'assez près, ou alors, lorsqu'il s'approche assez, il se fait submerger. Et alors, il faut tout recommencer, en espérant qu'il y aura de la vague. Rien qu'avoir affaire à la nature de cette façon. Parfois, nous attendions 2 ou 3 semaines, puis tout allait bien. Nous avions de belles vagues. Et vous et David Lean, pas vrai? oh, c'était très dur. Nous trouvions toujours d'autres choses à faire. Mais, comme quand j'ai quitté Hawaï, les vagues étaient belles. Je suis parti et j'ai laissé la seconde équipe tourner des raccords. Ils n'ont pas eu, depuis mon départ, une seule journée où il y avait de bonnes vagues. Vraiment? 15 pieds le jour de mon départ. L'imprévisible se produit. Jusque-là, nous avions été chanceux. Ce qu'il y avait d'assez extraordinaire aussi, c'était les conditions de vie.
Je passais jusqu'à 8 heures dans l'eau, de l'eau froide. À Hawaï, c'était différent. Vous vivez dans des conditions très dangereuses là-bas. Et quand vous êtes dans l'eau 8 heures par jour, c'est comme être commotionné par des obus. Vous en avez marre de fuir pour vous échapper et de vous faire marteler par ces damnées vagues. Tout votre groupe sorti de l'école de cinéma, c'est une première. Ma vague à moi est sortie des films pour la télévision, et la vague avant moi venait de la télévision en direct. Et puis vous voilà, ce sera la première fois dans l'histoire du cinéma qu'on verra à l'œuvre des réalisateurs formés et diplômés d'écoles de cinématographie. On me demande toujours, quand je donne une conférence, ce que j'en pense. Cela va-t-il changer le cinéma américain? Étant un de ceux-là, qu'en pensez-vous, vous? American film. Having been one of those, what is your feeling about it, John? Eh bien, je crois que c'est bon. C'est du sang neuf. Et c'est intéressant parce que bon nombre de ceux avec qui j'ai grandi, nous nous connaissons tous très bien et nous sommes tous de bons camarades. Je peux me faire appeler. L'autre jour, j'ai eu un appel de 2 jeunes gens que Spielberg et moi essayons de faire démarrer. Zemeckis et Gale. Zemeckis réalise pour Spielberg un film qui s'intitule I Want to Hold Your Hand. J'étais ici à faire du montage et ils m'ont appelé, ils m'ont dit « Il faut que vous veniez sur le plateau ». Alors j'ai pris ma voiture, je suis allé. Il y avait là Spielberg dirigeant la caméra de la seconde unité et on m'a demandé d'écrire une scène. Et ça ne se passait pas comme ça quand j'ai débuté. Je n'aurais pas pu appeler Sidney Pollack, ni Francis Coppola, ni personne d'autre pour qu'ils viennent. Je trouve ça formidable, c'est extraordinaire. Moi aussi d'ailleurs. Et comme Steve qui me demande un jour, j'ai écrit une scène très importante pour Jaws au téléphone. Steve était à Martha's Vineyard. Il m'a appelé, il m'a dit, il me faut une justification de cette séquence. Et j'ai écrit la scène au téléphone. Et il s'amène n'importe quand, son bureau est voisin du mien ici. Il s'amène et regarde des bouts de Big Wednesday. Il sait qu'il peut entrer, c'est probablement une des rares personnes à pouvoir entrer dans les salles de montage et faire des commentaires. La même chose pour George Lucas. Il peut venir quand il veut et faire les commentaires qu'il veut. Il a fait un commentaire très important pendant le tournage du film, et cela a changé beaucoup de choses. Nous faisons tous ça pour les films de l'autre. Cet aspect-là est excellent. Ce qui m'inquiète par contre, c'est le changement que je discerne dans les écoles de cinématographie. À notre sortie, nous étions un groupe de kamikazes. Nous étions casse-cou parce que l'industrie nous était fermée. Nos aspirations étaient immenses. Nous voulions tourner des films probes et merveilleux pour la seule joie de tourner des films, parce que nous voulions voir des films. Nous adorions, moi j'adorais John Ford. Je voulais faire des films comme ceux de John Ford et rien ne m'arrêterait. Et si j'en avais la chance, comme ceux de Kurosawa. Et l'argent, la gloire, le prestige n'avaient rien à y voir. Je voulais voir plus de films à la John Ford. Comme lui n'en tournait pas, je le ferais, moi. Et je voulais voir plus de films à la Kurosawa, mais il n'en tournait pas assez. Et voilà que certains réalisateurs ont connu un succès immense, et cela se continuera. Chaque année, semble-t-il, il y a un film qui fait 100 millions de dollars de recettes. De simple cinéaste, le réalisateur devient réalisateur millionnaire et chef d'entreprise. Il sera intéressant de voir quel en sera l'effet à long terme, puisque cela peut permettre... Prenons le cas de George Lucas. Il veut retourner aux films expérimentaux sans personnages, ni intrigue, ni rien. Des films d'environ 15 minutes. Je crois que c'est là une chose merveilleuse, que ses succès lui permettent d'aller expérimenter et réaliser ce dont il rêvait à l'école de cinématographie. D'autres pourront se sentir obligés de surpasser leurs plus récents succès. Mais les pires effets, je pense, se feront sentir dans les écoles de cinématographie où déjà les jeunes voient dans les métiers de réalisateurs et de scénaristes un moyen de devenir fabuleusement riche et prestigieux plutôt qu'un outil pour raconter de belles histoires et faire de grands films.
Montez-vous vos films? Aimez-vous participer et manier vous-même la pellicule? Oui, j'aime bien. Faire les collures et... Ah oui, je le fais, même si c'est illégal d'un point de vue syndical, mais je le fais. J'en arrive toujours à une séquence dans un film qu'il me faut monter moi-même. Je ne peux même pas l'expliquer à un monteur. Alors je me trouve un Mio Viola, je m'enferme dans une salle et j'en fais au moins un premier montage. D'ordinaire, il s'agit d'un montage spécial, d'une scène d'amour ou d'une séquence tournée en tellement de fragments que personne ne comprendrait à partir des rushs comment j'entendais assembler ce film. Dans Condor, par exemple, il y avait une scène d'amour que j'ai dû monter moi-même. Il n'y avait pas moyen de l'expliquer à un monteur, sauf pour lui en tracer les grandes lignes générales. Mais je passe beaucoup de temps dans les salles de montage, et j'en suis sûr que vous aussi. Oui, je n'aime pas toucher au film avec mes mains, comme autrefois. Sans doute parce que l'étudiant en cinématographie y est constamment tenu. Nous jouissons maintenant du luxe de faire les collures par quelqu'un d'autre. Et j'ai toujours eu horreur des machines. Je ne les ai jamais maîtrisées. Je me souviens, j'étudiais le son et je m'étais enroulé comme une momie dans le ruban magnétique, alors que vous aimez mettre la main. Oui, beaucoup. Dans Jeremiah Johnson, je me souviens d'une scène, le combat de loups. Ah oui? Vous êtes allé vous isoler et vous avez tout monté. Le monteur me répétait « Je n'arrive pas, les séquences sont trop courtes. » Je lui disais « Cela se fait, cela se fait. » Finalement, après une furieuse engueulade, je m'en suis chargé. Il y avait des milliers de pieds de film. Ce que j'ai fait, j'ai constitué un chutier, des prises à retenir. Vous savez, nous avons triché, nous avions filmé des chiens. Alors, je prenais chaque prise. Il pouvait y avoir 5 ou 6 images dans chaque prise qui pouvaient servir. Je les découpais, les suspendais selon diverses catégories. J'avais tout ce matériel et j'ai commencé à faire des essais avec diverses combinaisons. Et ça a marché, juste à peine, mais ça marche. Je me souviens à l'époque, d'après moi, c'est une séquence épatante, une des mieux montées. Je me souviens à l'époque, vous disiez, je pourrais insérer ce combat de loup, mais il ne vaut rien. Je ne crois pas que cela passe. Et puis, tout à coup, je vois cet incroyable combat de loup et je me disais, comment a-t-il tourné ça? Comment a-t-il pensé à tourner tout ça? Pourquoi n'avait-il pas intercalé ça dès l'abord? Parce que c'était le bordel. Nous avions environ 15 000 pieds de film, dont tout sauf une soixantaine de secondes étaient inutilisables. Les débuts des prises étaient mauvais, les parties centrales étaient loupées. Vers la fin, ça se gâtait, mais il y avait toujours quelques images qui faisaient vrai. Nous avions une combinaison de chiens empaillés, de vrais chiens et 2 vrais loups. Les pires étaient les vrais loups. Impossible de leur faire quoi que ce soit. C'était vraiment bizarre. Nous parlons un peu des critiques. Nous n'avons pas parlé des critiques. Eh bien, je crois pouvoir en parler un peu, parce que les critiques m'ont souvent éreinté. D'autres de ma génération ont été chanceux et n'ont reçu que des louanges. D'autres font effectivement la cour aux critiques. Je hais les critiques en général. Ils m'ont fait saigner. Ils n'ont pas été tendres, mais je suis encore là. En fait, ils ne nous ont pas ratés tous les deux. Dans le cas de Jeremiah Johnson, ils l'ont attaqué plus tôt. Je n'ai pas compris qu'on ait attaqué un film comme celui-là, avec cette sorte d'innocence qu'il a. Bon, c'est un curieux phénomène, surtout dans le cas de Jeremiah Johnson, ce qui est arrivé. En y repensant, je crois que les critiques pensent l'avoir très bien traité. La chose que je trouve la plus terrible lorsqu'il s'agit des critiques et de ceux qui font la recension de films, c'est que les cinéastes se laissent tellement influencer par eux. Très souvent, vous en verrez qui diront « J'ai fait ce film parce que je n'avais pas l'impression d'atteindre les gens qu'il faut. » Ou bien Pauline Kael ne l'a pas aimé. Enfin. Oui. L'autre point important, c'est que l'évaluation d'un film est largement une affaire de recul et de temps, en réalité. Nous en avons tous fait l'expérience. Quand on relit les critiques de films que nous reconnaissons aujourd'hui comme étant des classiques, elles n'étaient pas si bonnes. Il y a quelque chose de trop immédiat dans la façon de porter un jugement de valeur définitive sur un film. Je veux dire, c'est organisé pour que ce soit inévitable. Un critique voit un film, il doit rédiger son évaluation finale et indélébile de ce film pour qu'elle paraisse 24 heures après le visionnement. C'est difficile car leur appréciation change tout le temps. Telle a été mon expérience bien des fois.
in my experience, many times, films which have been. J'ai vu des films se faire massacrer, et puis 2, 3, 4 ans plus tard, j'en ai parlé à ces mêmes critiques, ils avaient totalement changé d'opinion. Peut-être parce que le film avait survécu d'une curieuse façon, soit commercialement, soit artistiquement. Et voyez alors les critiques vous dire, vous savez, il n'était pas mal ce film-là. Cela change. Et ils adorent se reporter à un de vos films antérieurs qui était très gentil. Et ils vous disent, vous vous éloignez de cette vision tendre et sympathique de l'humanité qu'il y avait dans Dillinger, ou quelque chose du genre. Cela devient absurde. Il y a aussi certains films que les critiques aiment. À mon avis, la meilleure défense, celle qu'ils méritent, c'est que les cinéastes se fichent des critiques aimables ou acerbes, surtout les aimables. Ceux qui vous disent que vous êtes un génie sont aussi destructeurs que ceux qui vous déchirent. Le mieux, c'est de regarder son film. On sait s'il est bon ou pas. J'ai toujours été curieux de savoir pourquoi ils ne lisent pas un scénario ou ne viennent pas sur le plateau pour savoir qui fait quoi et ce qui s'est passé. Ils vous attribuent constamment des fautes que vous n'avez pas commises et des vertus que vous ne possédez pas. Ils donnent au réalisateur le mérite d'un travail fait par le scénariste, ou ils éreintent le scripteur à cause d'une bourde que le réalisateur a faite. La plupart ne savent rien de la mécanique interne de la cinématographie. Bien entendu, comme dans tous les domaines, il y a d'excellents critiques, des critiques très constructifs, mais c'est devenu... J'ai trouvé intéressant l'article de Campbell sur Close Encounters. Il a commencé à s'inquiéter de sa responsabilité lorsque les actionnaires se sont mis à l'appeler au sujet de ses critiques. Il a alors compris que le film de Spielberg avait coûté 18 ou 19 millions. Et tout d'un coup, voilà toute une entreprise qui s'énerve et qui croit que le New York Times a fortement influencé la réussite ou la faillite de toute l'entreprise. Un critique de cinéma qui reçoit des appels des actionnaires, c'est un phénomène intéressant.